Bonjour à tous. On va lancer un nouveau podcast aujourd'hui. Je ne sais plus quel numéro on est exactement. Je perds un peu le fil. Mais du coup, en fait, on va continuer sur la lignée de la biodynamie. Et on a décidé de lancer un nouveau podcast avec le spécialiste de la biodynamie, à savoir Cyril Gambari. Bonjour Cyril. Bonjour. Voilà. Je me suis permis aussi d'inviter à nouveau Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Voilà, donc Camille qui a participé au témoignage lors du podcast précédent. Le but de ce podcast, ça va être de creuser un petit peu le sujet de la biodynamie, de rentrer dans les détails, de savoir ce qui se passe dans les hautes sphères de l'agriculture biodynamique, de pouvoir faire des liens avec la pensée magique, avec tout le bullshit qui peut être servi à ce sujet. On va voir aussi s'il y a des méthodes qui marchent, parce qu'il faut qu'on puisse rester objectif sur cette pratique. On va essayer de faire le tour. On va essayer de le faire du mieux qu'on peut, avec à la fois quelqu'un qui l'étudie et quelqu'un qui l'a pratiqué. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas prendre un individu qui est biodynamisé lui-même, mais en tout cas, on va essayer de faire notre mieux pour répondre à ces questions. Donc, je vais présenter Cyril. Cyril est connu quand même pas mal dans les sphères Twitter pour son travail. Il est docteur en microbiologie, enseignant en biologie, écologie et expert en biodynamie. Est-ce que tu peux nous dire, Cyril, déjà, en quoi consiste ton travail? Alors, mon travail, c'est enseignant, donc j'enseigne la biologie écologie dans un lycée agricole. D'accord. Ça, c'est mon travail. Et à côté de ça, donc je fais de la vulgarisation sur Twitter. Donc en fait, je vais présenter les études scientifiques qui parlent de biodynamie. Ça, je suis pas payé pour ça, hein, c'est un truc que je fais à côté. Et j'aime pas trop qu'on m'appelle spécialiste ou expert parce que j'estime que n'importe qui peut faire ce que je fais et le montrer sur Twitter au grand public. Donc je suis en rien un spécialiste parce que je fais pas de recherche scientifique sur la biodynamie ou en agriculture. En fait, D'accord. je vais juste lire des études et les rendre accessibles au grand public. Donc je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un expert, mais Tu vulgarises. je vulgarise. Ok. C'est quoi qui t'a motivé à remettre en question cette sphère de l'agriculture, à savoir la biodynamie, parce que toi, tu as un lien avec le monde agricole, du coup. J'imagine qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à remettre ça en question. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qui m'a poussé à remettre ça en question, c'est Grégoire Perra. D'accord. En fait, j'étais pas encore enseignant dans un lycée agricole. Et donc je suis tombé sur le Tronche en live, l'émission de la Tronche en biais où Grégoire Perra intervenait. Et les choses qu'il disait sur l'anthroposophie me paraissaient tellement absurdes. Ces liens avec la biodynamie, une méthode d'agriculture complètement ésotérique, occulte, etc. Ça me paraissait tellement extraordinaire et ridicule que déjà je l'ai pas cru quand j'ai regardé le live. Euh, et je suis allé vérifier du coup sur les sites qui parlaient de biodynamie et qui montraient que c'était une agriculture plus bio que bio, etc. Et donc je me suis laissé embarquer dans cette recherche de sources pour remonter jusqu'au cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner lui-même. Et je l'ai acheté, un truc qui vaut 27 balles. Petit investissement. Voilà. Et je me suis dit, parenthèse, il est en PDF gratuit sur Internet. Merci Camille. Ouais, voilà. J'aurais pu faire ça, mais bon, j'aime bien avoir les bouquins en main et pouvoir noter directement sur le bouquin. Et donc, je me suis plongé dans les idées de Steiner sur l'agriculture. Bon, déjà, c'est
c'est imbitable. Hein. On comprend vraiment rien de ce que veut C'est dire compliqué à Steiner. lire. Ouais, c'est très compliqué. Et en fait, tout ce que dit Grégoire Perra est vrai. En fait, c'est ce que veut dire Steiner. C'est écrit noir sur blanc. Les sacrifices, etc. On va peut-être y revenir. Hein. Et de là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi les gens utilisent cette agriculture-là? Il doit y avoir quelque chose de validé, de prouvé derrière. Et donc, je me suis mis à lire des études scientifiques parce qu'il y en a sur l'agriculture biodynamique et c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a des études qui montrent que la biodynamie marche. Elles sont quasiment toutes financées par la Société anthroposophique universelle. Donc, et les études qui montrent qu'elles ne marchent pas sont les autres en fait, et sont celles qui sont bien faites, qui sont bien réalisées avec les contrôles qu'il faut, etc. Donc et ça m'a convaincu d'ouvrir un compte Twitter. En plus, j'étais dans un lycée agricole à ce moment-là, donc c'était un peu après. Et donc voilà, il faut montrer aux élèves quels sont les différents types d'agriculture. Donc l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique, et montrer les différences entre les trois. Donc il fallait que je me renseigne encore plus là-dessus et pour avoir une discussion sensée avec eux et qui reflète de ce que c'est vraiment, quoi. Sans aller dans le militantisme avec les élèves. Je vais jamais dire à mes apprenants que il faut pas qu'ils cultivent leur champ en biodynamie. Ça c'est niette, jamais. tu leur laisses le choix. Ah bah oui. De toute façon, c'est mon rôle d'enseignant. J'ai pas, je suis dans la neutralité en fait. Et tout ce que je fais sur Twitter, ils sont pas au courant, à moins de chercher, etc. Je vais jamais leur présenter ce que je fais sur Twitter ni rien. Voilà. Par contre, je leur présente ce que c'est vraiment. Donc le travail avec les astres, les préparations biodynamiques, etc. Et s'ils me demandent si ça marche vraiment, et c'est que s'ils me demandent si ça marche vraiment, là je vais leur dire, la science est claire là-dessus, ça ne marche pas. Et donc après, faites ce que vous voulez, mais la science est claire là-dessus. Disons que la biodynamie, elle a tendance à dire que c'est la meilleure méthode d'agriculture possible. Et toi, tu essayes de nuancer le propos en disant, c'est pas totalement invalide, mais maintenant, en comparaison de la conventionnelle ou de la biologique, on peut se poser la question de la pertinence. C'est ça. Et toujours dans la neutralité. Voilà, je vais jamais leur présenter Steiner ou les idées de Steiner. Ça, c'est niette non plus. Je leur dis pas d'où ça vient, tu vois. Je reste. Voilà, c'est à eux de creuser. C'est leur rôle de creuser. Moi, je leur présente ce que c'est dans les grandes lignes. Et en plus, c'est même pas mon rôle en tant qu'enseignant en biologie écologie, mais ça arrive qu'on en parle, tu vois. Mais voilà, je vais pas leur balancer toutes les théories de Steiner. Ouais. Est-ce qu'il y a des lycées agricoles où la biodynamie est présentée sous un jour un peu propice en dehors des lycées qui seraient dans la sphère un peu anthroposophique? Alors, on va pas les nommer, mais il y a 2 ou 3 lycées agricoles et notamment des centres de formation agricole, donc des CFA ou des CFPPA, qui sont vraiment liés au lycée agricole, qui ont des parcours agriculture biodynamique, oui. Et t'as des modules aussi au sein de CFA ou de CFPPA qui sont pas estampillés biodynamie, mais qui présentent les idées de Steiner, etc. Oui, ça c'est le cas. Donc c'est plus que de la complaisance, c'est carrément de l'enseignement de la biodynamie. Ouais, et ça se fait souvent avec des gens qui travaillent dans des associations affiliées à l'anthroposophie. Donc oui. Ok. Alors, on va essayer d'expliquer déjà un petit peu. On a eu le point de vue de Camille sur la biodynamie. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer brièvement c'est quoi la biodynamie? Ok. Alors, la biodynamie, telle que la présentent les anthroposophes, il y a 3 piliers principaux de la biodynamie. Tu vas avoir concevoir la ferme comme une unité autonome, donc une ferme en autarcie avec l'élevage, les productions agricoles, etc. Ça, c'est le premier pilier. Donc là, il y a pas grand-chose à dire. C'est ce vers quoi devrait tendre, à mon sens,
les petites exploitations familiales, agricoles, etc. Ça c'est mon Donc, un sens. modèle Enfin, vertueux. voilà, un modèle vertueux où tout se réutilise au sein de la même propriété, de la même ferme, etc. Ok. D'accord. Le deuxième, c'est l'utilisation de préparations biodynamiques. Ouais. Et le troisième, c'est le travail avec les cycles lunaires et du zodiaque. D'accord. Alors, et si on peut rentrer dans les détails, les préparations biodynamiques, c'est des préparations qu'a donné Rudolf Steiner en 1924. D'accord. Il y en a 8. Et depuis 1924, elles n'ont pas bougé d'un iota. C'est les mêmes. Ça ne peut pas évoluer. Ouais. Elles n'ont pas bougé. Et en fait, pour comprendre ces préparations-là, il faut dézoomer et sortir de la biodynamie et remonter à l'anthroposophie. Sinon, on peut pas les comprendre, ces préparations-là. Okay. Donc, si tu me permets 2 secondes, je parle un peu d'anthroposophie. Oui, vas-y. Ouais. Alors, en fait, Rudolf Steiner, donc celui qui a créé la biodynamie, qui l'a inventé, il a créé aussi l'anthroposophie, donc c'est un courant de pensée occulte qui se détache de la théosophie de Blavatsky, mais ça, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et en fait, l'anthroposophie, elle est hébergée au Goetheanum, donc c'est un bâtiment, une espèce de blocos en Suisse. Et en fait, l'anthroposophie, les idées de l'anthroposophie viennent de Steiner. Et en fait, lui, il croit que le monde, il y a des énergies, des forces spirituelles, cosmiques, des forces astrales, des forces... La pensée magique, quoi. Ouais, c'est ça. On est en plein là-dedans. Okay. Et au-delà de ça, il pense que la Terre se réincarne, que les hommes se réincarnent, qu'il y a des histoires de karma. Tout ça, c'est mélangé. Je crois que c'est Camille qui l'avait dit dans le précédent podcast, avec du religieux. Donc, il y a du christianisme, il y a de l'hindouisme, il y a tout un syncrétisme en fait de croyances qui va agréger. Ouais, c'est ça. Qui va agréger dans l'anthroposophie. Et ça va lui servir de base pour concevoir ensuite tout ce qui va toucher à l'éducation, donc les écoles Steiner-Waldorf, tout ce qui va toucher à la médecine anthroposophique, où il y a une bonne partie des maladies qui seraient dues au karma. Ouais. Donc, vaut mieux pas se soigner parce que sinon on va modifier notre karma. Enfin, on voit un peu les dérives que ça peut apporter. Complètement. Et donc là, la biodynamie aussi. Et donc les préparations biodynamiques, elles font appel à cette sensibilité de Steiner. Voilà. Donc cette sensibilité magique. C'est ça. Ça, c'est la raison d'être des préparations biodynamiques. Et de plus, ça n'a jamais été réévalué comme le ferait une méthode scientifique qui réévalue sans cesse. Ah non, jamais. Voilà. Jamais. C'est resté bloqué. C'est resté bloqué tel quel depuis 1924 quand même. Ouais. Donc, parce que on en présente quelques-unes des préparations. Oui, on peut en présenter quelques-unes. Alors, Camille avait parlé de la 501, il me semble. Ouais. La 500, les plus connus, c'est la 500 et la 500. Ouais. Donc, la 500, c'est tu prends une bouse de vache, pardon. Tu la mets dans une corne, tu l'enterres. Au bout d'un certain temps, tu la déterres et tu utilises 100 grammes de cette bouse. Tu la mets dans de l'eau, tu touilles et puis après tu l'épands sur un champ de 1 hectare. C'est à dose homéopathique. Hein. À dose homéopathique, voilà. Et, en fait, là, ça, si tu regardes sur, là, je l'ai devant, là, tu regardes sur le site du mouvement de l'agriculture biodynamique. Ouais. Et tu regardes la justification de ça. En fait, ils te disent que la bouse de corne, elle favorise la vie et la structure du sol tout en stimulant la croissance racinaire. D'accord. Ok. Et Steiner, dans le cours aux agriculteurs, il dit que, en fait, pourquoi on utilise une corne, en fait? C'est déjà de base pourquoi on utilise une corne pour mettre de la bouse dedans. En fait, la corne, elle sert. Déjà, il faut se dire qui a eu cette idée parce que il faut quand même, faut aller loin. Hein, c'est Steiner parce que Steiner, lui, il pense que la corne, elle sert à piéger les forces astrales et éthériques. Ok. Dans la corne et en fait, ça va rayonner à l'intérieur de la vache quand la vache elle a envie. Forcément.
Voilà, ça c'est la justification de Steiner. Et donc quand on va récupérer la corne de la vache et qu'on va mettre une bouse dedans, ça va servir de piège en fait à ces forces-là pour enrichir la bouse qui, elle est aussi imprégnée de vie psychique et de vie organique. Donc c'est un espèce de piège cosmique. Et donc ça va forcément vivifier ton champ. SOS fantôme, Ruru. C'est ça. Et donc on part de cette justification de Steiner, okay, qu'il a donné dans le cours aux agriculteurs. On passe à un autre cadre de lecture du mouvement de l'agriculture biodynamique qui nous dit que ça va vivifier le sol. Okay. Donc c'est deux justifications qui sont totalement différentes, enfin, qui sont liées, mais ça dit pas exactement ce que c'est. Et on va continuer avec des associations de protection de l'environnement, par exemple, qui nous disent que la biodynamie, c'est plus bio que bio. Et c'est ça le cheminement, en fait. Plus bio que bio. Voilà. Donc on a perdu l'origine de la préparation biodynamique à la base. Et pareil, la silice de corne, ça concentre les forces de structuration qui viennent de Mars, Jupiter et Vénus. D'accord. Tu vois le... Oui, en gros, on a un concept ésotérique qui essaye de valider une méthode d'agriculture, mais sans donner de preuves tangibles. Non, rien. Ça pourrait fonctionner. On dit juste, voilà, c'est des cornes lumineuses éthériques. C'est quoi de la vache? C'est ça. Et ça lui vient de l'anthroposophie. C'est de l'anthroposophie. Si tu veux trouver une vraie justification à la bouse de corne, il faut remonter à l'anthroposophie, sinon tu comprends pas pourquoi il faut mettre de la bouse dans une corne de vache. Et même on pourrait se demander pourquoi ils ont pas testé. C'est facile à faire en plus. Pourquoi ils mettent pas de la bouse de chèvre dans une corne de chèvre? Oui. Dans une corne de bouc, j'en sais rien. Tu vois? Ou différents animaux avec des cornes. Pourquoi la vache? Mais parce que la vache, c'est celle qui capte les forces astrales et éthériques. Tu vois? Voilà. Puis par rapport à ce dont tu nous as parlé, c'est vrai que s'il a mélangé toutes les cultures, il y a des cultures où la vache est sacrée, donc je pense qu'il a fait un rapport avec ça. Donc voilà, c'est ça. Alors c'est sûr que c'est plus facile aussi d'avoir une corne de vache que des défenses d'éléphants. Donc ceci expliquant cela. Et alors même dans les préparations, les astres vont vachement rentrer en jeu selon Steiner. Si on enterre les cornes en hiver, c'est parce que les cornes les astres sont concentrés, les forces des astres sont concentrées dans les sols en hiver. Ouais. Et, mais les agriculteurs en biodynamie vont aussi dire que dans les cornes, il y a plus de matière organique parce que les cornes font partie intégrante du système de la vache, du système digestif de la vache. Non, en fait, ils mettent à leur sauce ce qu'ils ont compris de Steiner, en fait. Et des connaissances qu'on a maintenant, parce que c'est facile de dire que dans la bouse de vache, il y a plus de bactéries ou il y a plus de vie. Donc maintenant, ils font ça à leur sauce, quoi. Et est-ce que scientifiquement, on peut le prouver? Ah oui, mais on pourrait le prouver, mais c'est pas fait. Il n'y a aucune étude qui... Non. Et quand on regarde, en fait, il y a rien de plus qu'une bouse normale, quoi. Dans une corne. Ouais. Et j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire. Tu voulais dire quelque chose, Camille? Là, non. On a tous perdu le fil. Ok, j'ai perdu. Moi, la question que je me pose là, du coup, est-ce que on a étudié en détail les mécanismes avec un test, j'imagine en double aveugle ou etc., qui puisse faire une comparaison entre une culture classique et une culture biodynamique? Est-ce que ça serait pas possible que par je ne sais quel hasard, je vais me faire l'avocat du diable, le fait de mettre de la bouse dans des cornes et de l'enterrer dans un champ puisse avoir un effet positif sur une culture? Est-ce que ça, il y a une once de preuve à ce niveau-là? Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Juste, je rebondis après. Pour les niveaux de justification, on est parti du cours aux agriculteurs de Steiner avec les forces cosmiques, etc. Le mouvement pour l'agriculture biodynamique, mais avant Steiner, parce que Steiner, il dit pas tout dans son cours aux agriculteurs.
on comprend aussi les préparations biodynamiques en comprenant que dans le sol et autour de nous, il y a des êtres élémentaires. Oui. C'est ça Camille l'a dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a des gnomes, des sylphes, des ondines, etc., qui travaillent dans les sols et autour des plantes, et elles sont en fait attirées par ces préparations biodynamiques. Ok, donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Et ça, c'est dans d'autres bouquins de Rudolf Steiner, par exemple Message des êtres élémentaires, vous voyez des livres comme ça. Mais voilà, il y a plusieurs cadres de lecture. Pour revenir aux études sur l'agriculture biodynamique, oui, on peut et ça se fait de tester des cultures avec des traitements biodynamiques, des cultures avec un traitement bio et des cultures avec des traitements conventionnels. Et quand c'est bien fait, dans des bonnes conditions, eh ben on s'aperçoit que les cultures en biodynamie se comportent quasi tout le temps pareil que des cultures en bio. Oui, il n'y a pas de changement. C'est pareil. C'est pareil. Le seul truc qui change entre les deux, c'est que en biodynamie, on travaille avec les préparations biodynamiques à des doses qui font penser à de l'homéopathie. Bon, c'est pas vraiment de l'homéopathie parce qu'il n'y a pas une série de dilutions, etc. Mais c'est avec des doses infimes, en fait. Si, il y a des séries de dilutions. Il y a des séries pour certaines préparations, pas pour toutes. Par exemple, pour les poivres d'animaux, oui. Là, t'as les D8, donc on va diluer 8 fois successivement. Oui. Alors, moi, quand je parle de préparation biodynamique, c'est les 8 qui sont obligatoires pour avoir le label Déméter. Effectivement, elles sont pas soumises à des séries de dilution. Voilà. Mais oui, c'est vrai que si on peut parler des poivres, les poivres, quand on parle de poivre en agriculture, c'est pas le poivre de table ou quoi. C'est le poivre qui vient de la biodynamie et qui vient de Steiner. Et Steiner, il nous dit que pour contrer l'apparition des mulots ou de n'importe quel nuisible dans un champ, il faut prendre la bestiole que tu veux éloigner, l'écorcher, la brûler, et ensuite répandre ses cendres à dose homéopathique cette fois-ci. Quand la lune est dans une position précise du zodiaque, pour contrer la force de reproduction de la bestiole. Ok. Bon, alors, le faites pas chez vous si quelqu'un vous embête. Ne brûlez pas, ne répandez pas dans votre rue. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Exactement. Ouais, et par exemple, si tu tapes, je sais plus ce que j'avais tapé la dernière fois. Ouais, c'est sanglier poivre biodynamie. Bah, tu vas avoir des sujets de conversation sur Internet où les mecs ils prennent la peau du sanglier, parce que les sangliers ils bouffent les récoltes. Ils prennent la peau du sanglier, ils la brûlent, et ensuite ils épandent le poivre de cendre en fait de sanglier autour de leur champ, et ils vont dire que bah ça marche, les sangliers sont partis. J'ai vu faire ça, de la peau et des poils. De la peau et des poils, et l'agriculteur pour lequel je travaillais me disait que les sangliers, ils allaient sentir l'odeur de la mort et que ça allait les éloigner. C'était comme ça qu'ils justifiaient l'odeur de la mort. Voilà. Voilà, on est hors du cadre de la science quand même. Hein. Je pense qu'on l'a compris là. C'est vraiment quelque chose plus idéologique au final. Il n'y a pas une once de science là-dedans. Non. Après, tu vois, il y a bien qu'il n'y ait pas d'once de science, on aurait pu se dire que ça aurait pu marcher en fait. Oui, mais les pratiques ancestrales peuvent fonctionner parce que ça a été trouvé par hasard et on a quand même des tests qui sont probants. Donc, Mais c'est ça. Mais par contre, ça change rien au fait que avoir raison pour des mauvaises raisons, c'est pas forcément avoir raison. Enfin, c'est pas. Tu nous as fait un nœud au cerveau là. Ouais, t'as vu? Avoir raison pour des mauvaises raisons. Tu vois, si la bouse de corne, elle marchait vraiment dans un champ, est-ce que on pourrait se dire que c'est vraiment parce que elle capte les forces cosmiques de l'environnement de la Terre, ou c'est parce qu'il y a quelque chose dans la bouse de corne qui fait que ça marche? Tu vois? Ouais. Parce que Steiner, c'est comme ça qu'il l'a conçu. Le principe, c'est la reproductibilité. Donc, si jamais ça fonctionnait effectivement, on devrait être en droit de pouvoir reproduire l'expérience et de voir que ça fonctionne et que ça fonctionne mieux. Parce que c'est ce que prônent les biodynamistes, hein, c'est que leur méthode fonctionne mieux. Oui.
Et c'est Mais pas du tout le cas. ôte-moi d'un doute, Cyril, tu disais tout à l'heure que la seule chose qui diffère avec le bio, c'est les préparations. Mm. Est-ce que il me semblait moi que les doses de soufre et de cuivre étaient moindres aussi en Oui, biodynamie. oui, oui. Donc, Alors, ça jouait vraiment sur leur test, c'est oui, ça? oui, oui. Alors, en fait, ce qui diffère, enfin, pour avoir le label Déméter, il faut avoir les 8 préparations. Il faut faire les 8 préparations biodynamiques obligatoires. Ça, c'est le credo en fait. Et à côté de ça, forcément, comme ils se veulent plus bio que bio, et c'est dans leur philosophie en fait, ils utilisent moins de produits encore que l'agriculture biologique. Donc la bouillie bordelaise, la sulfate de cuivre, ils en utilisent moins que l'agriculture biologique. Donc Donc on est d'accord. ouais, On est d'accord pour dire que quand ils font des études pour prouver que la biodynamie fonctionne et que effectivement les sols sont moins impactés en biodynamique en bio, c'est pas du tout grâce aux préparations, mais plutôt parce que les doses de sulfate de cuivre sont moindres. Enfin, ben oui, ça peut expliquer une partie de ce qu'ils observent en biodynamie. Quand c'est différent du bio, en fait, il faut peut-être revenir à la conversion en agriculture biodynamique. Un agriculteur qui veut passer en biodynamie, qui soit en conventionnel ou en bio, il doit attendre, de mémoire, c'est 3 ans pour pouvoir passer en biodynamie. Il doit faire Alors, tout ce qu'il faut. Ouais, tu vas peut-être me corriger là-dessus. ouais, alors pour passer du conventionnel au bio, c'est 50 conversions. Ouais. Pour passer du conventionnel à la biodynamie, c'est 7 ans. Mhm. Et pour passer du bio à la biodynamie, c'est 2 ou 3 ans. Ouais, ça doit être ça. Ok. Donc c'est pas on est du conventionnel, on est en conventionnel, l'année d'après on est en biodynamie. Il y a toute une période où il va plus y avoir, enfin on imagine qu'il y a plus de produits dans son champ de produits conventionnels, hein, Ouais. et ensuite je passe en biodynamie. Pareil, si je suis en bio, il y a encore un peu de bouillie bordelaise, bon ça se stocke dans les sols, mais ça c'est un détail. On attend 3 ans et ensuite on est en biodynamie. Donc en fait ton sol il a eu le temps de changer en fait. Tu Ouais. vois le truc. Ouais. Et les produits, ils sont évacués ou tu les vois plus quoi. Tu vois plus. Ouais. Donc en fait, Conclusion, encore quelque chose qui va biaiser complètement leurs études, quoi. C'est ça, c'est ça. en gros, de ce que tu me dis, donc, si je résume pour le néophyte, Mm. donc culture conventionnelle, donc on a un traitement chimique sur les cultures qui fait que on connaît l'effet qu'il peut y avoir. Traitement biologique, on a des traitements biologiques sur les Mm. cultures qui fait qu'on connaît les effets. Biodynamie, on a un traitement biodynamique qui est une dilution tellement grande qu'on peut pas mesurer les effets. Donc en réalité, ça revient un petit peu à envoyer ses graines dans un champ et à les laisser pousser. C'est presque ça, mais l'agriculteur en biodynamie, il va quand même utiliser des produits. Hein. C'est un leurre de penser qu'il va pas utiliser de bouillie bordelaise quand il faut traiter. D'accord. Il y en a certains qui le font pas, Mmh. mais t'en as d'autres qui vont pas C'est s'empêcher rarissime. de traiter, mais avec des doses qui sont recommandées, donc moins que l'agriculteur en bio. D'accord. Tu vois, il y a D'accord. quand même des produits qui sont utilisés. Et en plus, t'as tous les produits, t'as toutes les préparations biodynamiques Ok. qui lui font Et, perdre un temps précieux. et est-ce que dans le cahier des charges, alors là, je vais faire une question un peu à la Camille, est-ce que dans le cahier des charges Déméter, Mm. il y a un aspect qui est plus regardant quant aux produits qui sont utilisés, ou est-ce que au final le bio est peut-être plus strict? Non, le biodynamie est plus strict. Ouais, c'est plus Ouais, strict. ouais. Rien qu'en termes de quantité, il est plus strict. D'accord. Même sur Donc, même sur les traitements bio classiques. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. d'accord. Le traitement bio classique pour lutter contre les maladies, ça va être justement la bouillie bordelaise. Et c'est ce qu'on D'accord. dit depuis tout à l'heure, en fait, Mm. c'est que la bouillie bordelaise est utilisée à moindre échelle en biodynamique en bio. Ok. Mais ils en utilisent quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, dans les vignes, c'est. Y a pas le choix, en fait. Ben non, Enfin, non, il n'y a pas de choix de toute façon. mm. Ok. Donc là, grosso modo, bon, ce que tu nous as expliqué, c'est que il y a un biais évident
qui va être constaté dans n'importe quelle étude qui va j'essaye de découler. C'est pas facile, c'est pas mon domaine. Mais il y a un biais évident qui est constaté à chaque étude au sujet de la biodynamie, du coup. Ouais. Mais par contre, tu vois, on peut quand même tester, hein, c'est sans aucun problème. Une parcelle en bio, une parcelle en conventionnel et une parcelle en biodynamie. Et non, en termes de rendement sur plusieurs cultures différentes, on voit qu'il n'y a pas de différence. Tu vois, en termes de quantité de produits final, il n'y a pas de différence entre le bio et la biodynamie. Et de qualité aussi. Ce sera toujours inférieur au conventionnel. Ça, c'est quasiment tout le temps le cas. Mais biodynamie, c'est la même chose. De combien c'est inférieur pour savoir un petit peu? J'ai pas les chiffres. Alors, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Hein. Ça va dépendre des années, ça va dépendre des terroirs, ça va dépendre de vraiment beaucoup de trucs. Et de toute façon, l'essentiel du truc, c'est que bio et biodynamie, c'est pareil. Tu vois, donc par rapport au conventionnel, on s'en fiche un peu, tu vois. Mais voilà. Par contre, t'as des études qui montrent qu'il y a un léger bénéfice de la biodynamie au niveau des sols, tu vois, de la vie des sols, et ça, c'est repris partout par ceux qui défendent un peu la biodynamie. C'est ce qu'on entend souvent, ouais. Que la santé des sols en biodynamie, bon, bien que santé des sols, c'est pas scientifique, les sols morts, la santé des sols, etc. C'est pas forcément une notion scientifique, mais a priori, il y aurait plus de vie, d'interaction entre les champignons et entre les bactéries dans les sols en biodynamie par rapport aux autres sols de culture. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été constaté? Alors, ça a été constaté dans une étude qui est parue en 2021 ou 2020, donc c'est une étude française. Mais c'est pas, c'est une première étude qui montre ça. Tu vois, c'est à prendre avec des pincettes. Ça montre qu'il y a plus d'interaction, mais ça veut rien dire en fait qu'il y ait plus d'interaction. Que le sol, en fait, ce que ça montre exactement, c'est que le sol en biodynamie est différent des autres sols. Ça impacte pas les rendements, ça impacte pas la qualité, ça impacte pas la résistance aux maladies. Juste, le sol est différent. C'est pas parce qu'on a plus de vers de terre ou de champignons que forcément. Ça peut aider les cultures, évidemment, mais c'est pas dans les autres études. On voit qu'il n'y a pas de différence de rendement, donc bon, c'est rien à voir. Tu es en train de parler du projet Ecovitisol, là. Ouais, c'est ça. C'est l'Ecovitisol. Alors juste petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a quand même des gros conflits d'intérêts parmi les gens qui ont mené cette étude. Oui. Il y a une des personnes qui participe à ce projet-là qui a tout intérêt à dire que la biodynamie c'est super et ça marche parce qu'il en fait le commerce. Donc en fait c'est tout le problème des études là qui sont en train d'être menées en France avec l'INRA, c'est que pour tester la biodynamie, ils s'associent et ils collaborent avec la principale association qui fait la promotion de la biodynamie, donc le Mouvement pour l'agriculture biodynamique. Et donc on peut se demander, on est en droit en fait de se demander si il n'y a pas conflit d'intérêt. S'il n'y a pas conflit d'intérêt à la fin. On imagine qu'au sein de l'INRA, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que c'est un institut qui est public, c'est un institut de science en fait. On aimerait le croire, disons. On aimerait le croire. Et il y a des projets qui sont en train d'être mis en place, notamment le projet Symbiose. Vous irez voir si ça vous intéresse, en partenariat direct avec le mouvement pour l'agriculture biodynamique. Et pourquoi on dit que le mouvement pour l'agriculture biodynamique fait la promotion de la biodynamie et au-delà est lié à l'anthroposophie, c'est parce que au sein même du mouvement pour l'agriculture biodynamique en France, il y a monsieur Jean-Michel Florin, on va le nommer parce que il est présent dans le mouvement pour l'agriculture biodynamique, et il est aussi co-directeur de la section agriculture du Goetheanum. Ok. Oui, donc il y a des liens qui sont pas forcément. Donc c'est une tête pensante de l'anthroposophie. Et il est dans le mouvement pour l'agriculture biodynamique en France, qui lui collabore avec l'INRA.
Voilà, Il y a tout intérêt à ce qu'on dise du bien de la biodynamie dans ce cas-là. voilà. Évidemment. Moi, j'ai mis des gros doutes sur ce genre de projet qui va se mener, d'autant plus que ça va permettre à ceux qui font commerce de la biodynamie de valider leurs pratiques par la science. Oui. Tu vois Oui, il y a un projet, on n'a pas encore les conclusions, mais l'INRA s'intéresse à la biodynamie, donc nos pratiques sont valides. Fonctionne. Ouais. Voilà. Et on a le même problème dans le milieu anti-secte avec des gens qui essayent de valider des pratiques en passant par des chemins détournés. Et c'est problématique parce que du coup, une fois qu'ils sont validés, après, c'est compliqué de les invalider. Ouais, c'est ça. C'est une fois qu'ils sont dedans, après, on peut plus enlever le truc, quoi. Et surtout que la biodynamie, c'est devenu un phénomène très à la mode. On le voit partout dans les journaux, sur Internet, etc. Donc, si ça se valide scientifiquement sur des études qui sont biaisées, c'est potentiellement problématique parce que, comme l'expliquait Camille dans le podcast précédent, ça met en place un certain nombre de pratiques qui, au final, sont inutiles en termes à la fois de temps et de rendement. Et ça peut bousiller des agriculteurs, en fait. Se balader dans un champ avec un dynamiseur sur le dos de 50 kilos pour balancer de la préparation. Alors, c'est pas un dynamiseur, c'est un pulvérisateur qu'on balance. Pardon, excuse-moi. Pardon. Je me suis fait corriger. Et voilà, grosso modo, c'est des étapes qui sont pas forcément nécessaires. Et quand on compare, par exemple, l'agriculture conventionnelle, on optimise, si je comprends bien, on optimise le rendement en optimisant aussi le temps qu'on passe dans le champ, des étapes qu'on fait. Après, l'agriculture conventionnelle, là, on parle des trois types d'agriculture, elle est loin d'être parfaite, hein. Moi, c'est pas parce que je tape sur la biodynamie que j'ai envie que les agriculteurs traitent à tout va dans les champs. Je suis foncièrement contre ça aussi, hein. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas dans l'agriculture. Contrairement à ce qu'on dit, tu ne reçois pas des subventions de Monsanto. Pas du tout. Ok. Enfin, si j'en recevais, je vous le dirais pas, mais. Non, voilà, pour dire, c'est pas parce que je tape sur la biodynamie que je suis foncièrement pour le tout pesticide, pour tout le tout mécanisé, etc. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Essaye d'avoir une posture qui soit objective vis-à-vis des différentes méthodes. C'est ça, et nuancée. Je sais que le bio, ça a un coût, que le bio, ça a des contraintes que tous les agriculteurs ne peuvent pas assumer, et que le conventionnel a beaucoup de problèmes. Mais je sais aussi que un agriculteur en conventionnel ne fait pas forcément la même chose en termes de produits, de traitement, etc., que son collègue à côté, qui lui fait des traitements à tout va. Tu vois, il y a une nuance aussi dans le conventionnel. Faut nuancer ça aussi parce que quand on travaille en bio et en biodynamie, on a tendance, c'est plus qu'une tendance d'ailleurs, on voit l'agriculteur conventionnel comme un gros dégueu qui s'en fout de tout bousiller et qui traite comme un dingue. C'est pas forcément le cas. Il y en a qui sont plus raisonnables que d'autres, quoi. Oui, mais c'est ça. En fait, les agriculteurs en conventionnel, c'est pas un groupe homogène. Tu vois, il y a une nuance. Et pareil que les agriculteurs en bio, c'est pas un groupe homogène. T'as des agriculteurs en bio qui vont faire le strict minimum pour avoir le label, et t'as des agriculteurs en bio qui vont aller un peu au-delà. Ouais. Et ceux-là, en général, je généralise comme il faudrait pas le faire. Mais ceux qui veulent aller plus loin que le bio, ils ont quoi comme alternative? La biodynamie. Ils ont la biodynamie. Qui, avant qu'ils soient là-dedans, leur paraît plus bio que bio, avec des effets, avec des bonnes pratiques, et ils vont se tourner vers ça. Alors que même dans leur pratique du bio, ils pourraient tout simplement aller vers une pratique du bio encore plus, on va dire, extrême. Je sais pas si le mot est adapté, mais sans aller vers la biodynamie. Oui, mais du coup, ce serait pas valorisé pour eux. Tu vois le problème que ça? Ouais, c'est ça. Ils pourraient le mettre nulle part sur les étiquettes plus bio que bio. Ouais. En fait, il faudrait un label qui s'appellerait le plus bio que bio. Je propose qu'on le crée maintenant.
Le label Bio Plus. Bio Plus. Cyril, je me demandais, il y a pas de label pour tout simplement la permaculture? Je crois pas qu'il y ait de label pour la permaculture. Ce serait intéressant. Ouais. Mais après, pareil, la permaculture, est-ce que tout est à garder? J'en sais rien. Pas forcément, mais tu vois, tu parlais au démarrage des 3 piliers de la biodynamie. Et dans les 3 piliers, le premier et le seul qui est vraiment très cohérent, c'est justement l'autogestion de la ferme, la pluriculture, chose qui, excuse-moi, j'ai jamais vu. En tout cas, pas dans les vignes. Ah bah non, tu peux pas. C'est pas cohérent, quoi. Non. Tu peux pas faire une ferme autonome en viticulture, ça n'existe pas. Tu peux pas. Bah non, c'est de la monoculture. Ben oui. Et alors que Déméter ou le Mouvement pour l'agriculture biodynamique, quand ils vont faire des communiqués, ils vont mettre en avant que la biodynamie, c'est la pluriculture, d'écoculture, etc. Alors que la majorité de la biodynamie, c'est de la viticulture. C'est forcément des monocultures. Et du coup, c'est hyper hypocrite, quoi. Oui. Après, il y a des bonnes pratiques présentes dans la biodynamie qu'il faut encourager. Dans le cahier des charges de Déméter, il est bien indiqué qu'il faut que sur une parcelle agricole, qu'il y ait pas moins de 10% de la surface qui est allouée à la biodiversité. Ça, c'est une pratique qui devrait être plus courante, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer, parce que pour le profane, on ne comprend pas ça. Hein, Alors en fait, dans le cahier des charges de Déméter, est indiqué en fait que 10% de la parcelle agricole doit rester sans culture et encourager la biodiversité à se fixer à cet endroit-là. Okay, donc ces espèces de petits îlots de verdure qui font. C'est ça. On peut imaginer ça. Après, je sais pas si en pratique c'est respecté, mais c'est stipulé quand même dans le cahier des charges. Donc ça devrait être. Mais oui, j'imagine. J'imagine que c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est des bonnes pratiques qu'il faudrait retrouver dans l'agriculture. Mais donc voilà. Tout n'est pas à jeter dans la biodynamie. Pas du tout. Voilà, c'est la nuance qu'on apporte. Hein. S'il y a des biodynamistes qui nous écoutent. Les plus virulents de Twitter, vous voyez à quel point on fait des efforts pour apporter une nuance à nos propos. et puis même au-delà, on a parlé d'anthroposophie, de son lien avec la biodynamie, etc. Je suis pas convaincu je suis même quasi persuadé que la plupart des biodynamistes ne sont pas anthroposophes ou n'ont même pas conscience de dans quoi ils sont embarqués en fait. C'est un effet de mode. Ça peut être un effet de mode, ça peut être une sensibilité différente, ça peut être du marketing aussi. Convaincu que le marketing, surtout en viti, joue un grand rôle là-dedans. Mais et il y en a qui l'affirment haut et fort, hein, et qui sont qui vont même dire j'ai essayé Wirsteiner, c'est n'importe quoi. Mais par contre, qui ont leur bouteille estampillée Déméter, mais parce que c'est. Ça se vend mieux. Ça se vend mieux, ça se vend plus cher surtout. Oui, c'est ça. Et puis ils vont communiquer dans le sens où eux ils font des efforts pour l'environnement, ils sont plus bio que bio, etc. Tu vois, c'est du pur marketing derrière. Après Camille, son témoignage il est hyper intéressant et je sais pas si vous avez lu les témoignages qu'il y a sur le site de Valérie Rasplus, donc AgriGenre. Il y a 3 autres témoignages, donc un autre Camille. Oui, donc Camille, ouais. Il y a Jeanne Sorat et Zarmul. Et eux, ils ont soit été embarqués dans la biodynamie, soit ils sont fils d'agriculteurs en biodynamie et ils parlent de ce qu'ils ont vu, pareil dans les champs, dans la famille, etc. et de la proximité entre la croyance anthroposophe qui est en sous-marin. L'envers du décor. Ouais, c'est ça. C'est toujours en sous-marin. Alors que c'est dans des familles souvent de laïcards, sans religion, etc. Et ils se retrouvent embarqués dans des croyances, en fait, dans une religion. L'anthroposophie, un des principes, c'est d'avoir fait masquer aussi. Donc, c'est bien pratique, ce genre de position. Dans l'introduction du cours aux agriculteurs, Steiner demande et même
même c'est plus que demandé, c'est ils recommandent la discrétion, voire de taire complètement les principes de l'anthroposophie. Ok. Et c'est dans l'introduction du cours aux agriculteurs. Ouais, donc. Ouais. Ok. Ouais, bon. Si vous me le permettez, on va passer un petit peu maintenant au tacle. Hein. Il va être l'heure de rentrer sur le ring. Alors, ma question va être la suivante. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques solides qui contredisent complètement les revendications de la biodynamie? Parce que dans les études qui ont été faites, dans les tests en pratique réelle, est-ce qu'il y a des choses qui démontrent complètement cette méthode d'agriculture? Alors, Aïe. il y a un truc qui démonte tout, c'est Steiner affirme que la Lune a une influence sur les cultures. Ça, c'est affirmé. Ok. Et en fait, selon la période de la phase de la Lune, ton semis va être encouragé, va être plus vigoureux, etc. Et donc, il y aurait des périodes où il faudrait pas travailler dans ton champ, c'est en période de nœud lunaire en fait, parce que voilà, c'est Steiner qui l'a dit. Et en fait, ça, c'est complètement démonté par la science. D'accord. Ok. On va faire un petit bond en arrière de tout temps en fait. Hein. Les hommes quand ils ont commencé à faire de l'agriculture, forcément pour se repérer dans le temps, bah ils vont voir les phases de la Lune et ils vont savoir à quelle période il faut planter, etc. Ça, c'était avant. Ensuite, Steiner, ancré, ça. Ouais, ça c'était bien ancré dans les campagnes. Hein. Ouais. Steiner est arrivé. Dans sa tête, c'était bien ancré aussi. C'était la croyance populaire en fait. Hein. Et ça, il l'a mis à la sauce anthroposophe. Donc, avec le calendrier de Maria Thun. Voilà. Et après, non, ça c'est après. Après, Maria Thun, elle a pris les croyances de Steiner, parce qu'elle aussi, elle était anthroposophe, et elle y a rajouté les phases en fonction du zodiaque, avec les jours fruits, racines, feuilles, etc. Et en fait, ça, quand tu le testes en conditions réelles, ça n'a aucune influence. La Lune, elle n'a pas d'influence, rien, nada, c'est zéro. Et ça se retrouve facilement. Hein, t'as des articles scientifiques qui parlent de ça. T'as la société d'horticulture française qui a sorti un rapport sur l'influence de la Lune, c'était en 2011, et qui montre que en fait toutes les croyances sur la Lune par rapport aux végétaux se révèlent fausses. Donc tout ça c'est faux, c'est niette. Donc déjà il y a un des piliers de la biodynamie qui s'effondre. Oui, complètement. Donc tu t'imagines que si un des piliers s'effondre, celui qui est à côté, les préparations biodynamiques, il est bancal aussi. Surtout que c'est la base, ça, au final. C'est vraiment c'est la base. C'est les semis, etc. Donc, ouais. C'est la base, mais c'est pas obligatoire dans le cahier des charges de Déméter. Mais c'est une base de travail qui est conseillée aux agriculteurs en biodynamie, ouais. Et ça, en fait, ça sert à rien. C'est plus que conseillé, hein. Ouais, c'est vivement recommandé. C'est une injonction. On vous oblige pas, mais si vous le faites pas, vous êtes des cons. C'est vrai, c'est un peu ça. Hein. Le nœud lunaire, si un paysan en biodynamie qui le respecte pas, c'est l'opprobre sur lui et toute sa famille. Hein. Et pour revenir au nœud lunaire et aux jours fruits, aux jours racines, etc. T'as une croyance en biodynamie qui te dit que les vins sont meilleurs quand tu les goûtes en jour fruits. Je savais pas. Ouais. Et les vins en jour racines, c'est de la merde. D'accord. Okay, donc peut-être que quand tu goûtes un vin de merde, peut-être que t'es pas le bon jour, tu vois, pour le boire. Donc, un jour racine, il faut manger que des légumes racines. C'est ça. Et en fait, ça, écoute, ça a été testé dans un article scientifique hyper sérieux où ils font goûter à l'aveugle, en jour racine, en jour fruits, etc. Et en fait, il y a pas de différence. Okay, donc les mecs qui goûtent en jour racine ou en jour fruits, quand un vin est mauvais, il est mauvais 2 jours, quoi. Ouais. Et quand un vin il est bon pareil. Tout le temps. Voilà, tout le temps. Donc voilà, c'est une des croyances qui se déboîte facilement.
Ouais, surtout que j'imagine que les tests au niveau lunaire ont été faits de façon à ce que, par exemple, on plante dans un environnement où on n'a pas accès à la Lune ou ce genre de Mais choses. même plus facilement que ça, plus facilement que ça. C'est une petite expérience que j'avais lancée sur Twitter l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais. Tu fais des semis à des jours différents et tu regardes comment ça pousse. Parce que Ouais. selon l'anthroposophie, ça devrait pousser différemment selon les phases de la Lune. Et y a rien, Et ça en n'a rien à fait, il y a voir. rien. Il y a rien. Il y a rien. Ouais. Et bon, Et c'est une petite expérience qui est pas valide scientifiquement. Hein. C'est, tu sais, c'est un truc vite fait à la maison avec des graines, de lentilles. Bon, il y a mieux à faire, mais c'est un bon début, quoi. Et comment ils vont faire le jour où on ira faire des cultures sur la Lune? Parce que du coup, ils vont se baser sur ils quel pourront pas, calendrier? il y a les nains hurleurs, ça va marcher Ah pas. oui. Et puis tu peux rien faire pousser parce que c'est de la corne vitrifiée dessous. Ah oui. C'est des vaches quand elles Réfléchis un sont. peu, Mathieu, Ah, réfléchis. pardon, excuse-moi. Entre les nains hurleurs et la corne vitrifiée, la Lune, c'est mort. Ouais. Par contre, dans la prochaine réincarnation de la Terre, là, on pourra se poser la question. C'est Saturne, c'est ça, hein? Je sais plus. Attends. Je peux te le retrouver. Il me semble que c'est Saturne. Mais alors, on est... Non, c'est pas Jupiter le prochain? Ah, je sais Je plus. sais plus non plus. Bon, bref. Alors, maintenant, on va aborder une question. On va aborder un petit peu les questions qui fâchent, les trucs un peu techniques, les points un peu sensibles. Il me semble que Camille, qui s'y connaît un petit peu mieux que moi, quand même, faut l'avouer, avait préparé quelques questions. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle te les pose. Je vous demanderai juste d'essayer de pas être trop technique, s'il vous plaît, au cas où les néophytes nous écoutent. Donc, à toi la parole, Camille. Ok, alors du coup, en biodynamie, il y a un très 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 gros argument des agriculteurs quand ils s'adressent, que ce soit à leur clientèle ou à leurs employés, c'est l'usage de la silice. Selon eux, quand on utilise de la silice, ça va améliorer la photosynthèse parce que la silice, quand elle se dépose sur les feuilles, va, va avoir un espèce d'effet miroir et captera mieux les UV du soleil. Bon, moi je précisais quand même que c'est utilisé à raison de 4 grammes par hectare. Et voilà, je veux savoir en quoi ça, Cyril, ça te paraît pertinent. Alors, euh, déjà, rien que le vocabulaire employé, effet miroir, c'est très peu scientifique, hein. Par contre, on va revenir à ce que c'est la P501 parce que c'est de ça qu'on parle. Et la La P... silice aussi, s'il vous plaît. Ouais. Alors la silice, c'est un composant majoritaire enfin un composant majoritaire. C'est un composant de la croûte terrestre. D'accord. Ok. En très grande quantité. Et là, la silice, elle s'obtient dans la biodynamie, elle s'obtient en broyant du quartz. On Ok. prend du quartz, on le broie. Et ensuite, donc la P501, on met ce quartz broyé très finement dans une corne de vache. On revient à nos bonnes vieilles cornes de vache. Toujours là. Et ça, on va l'enterrer pendant toute une saison dans le sol. Et En été. En été, voilà. Et dans le sol, ça va concentrer les forces de structuration qui viennent de Mars, Jupiter et Saturne. D'accord? Ensuite, Ok. ça, on récupère 4 grammes de ça, de la poudre qu'il y a dedans, qui a passé tout l'été sous terre. On le met dans 35 litres d'eau, on dynamise, donc on fait un vortex dans un sens, dans l'autre. Là, l'eau va se charger de la mémoire de la préparation, et ensuite ça, on va l'épandre sur 1 hectare. Bon, D'accord. après, il peut y avoir une dilution au milieu, ça va dépendre des agriculteurs. Voilà, ça c'est la préparation et la justification de Steiner, okay, qui dit que ça va capter les forces. D'accord. La silice, quand on regarde un peu les études scientifiques, la silice, elle a un vrai effet sur les plantes. En fait, elle va se mettre dans les parois cellulaires des plantes et elle va favoriser un meilleur port de la plante. Et dans certains cas, elle va aussi augmenter le taux de photosynthèse de la plante. Donc, Ok. elle va mieux se porter, la plante.
Donc Que c'est ce un soit- effet bénéfique. C'est un effet bénéfique au niveau du feuillage comme au niveau du sol. On se demande même si on devrait pas apporter de la silice dans les cultures. Ok. Mais après, la justification de Steiner, elle est toujours bancale. Mhm. Et le fait de passer la silice dans une corne, c'est toujours bancal. Par contre, la silice à la fin, elle peut avoir un effet. Par contre, niveau quantité de silice utilisée par hectare, j'ai pas les chiffres en tête. Je pense on n'est pas trop dans ce domaine-là de doses employées. Ouais, Sur la c'est des doses homéopathiques toujours. Voilà. Et on est toujours sur ce que je disais tout à l'heure. C'est même si il a raison pour de mauvaises raisons, ben c'est pas forcément avoir raison, quoi. Ouais. Ça reflète pas la réalité. On n'est C'est pas pas en sur. balançant des idées au hasard qu'on tombe juste tout le temps, quoi. C'est ça. Ça peut être l'effet du hasard et de plein d'autres biais, en fait. Mhm. Mais et voilà. Mais la silice, elle a quand même un rôle sur la pousse des plantes, etc. Et alors, en pratique, en fait, quand on fait des pulvérisations de silice, on le fait toujours juste avant le lever du soleil, parce que il y a une crainte que ça fasse brûler carrément le feuillage, quoi. On le fait en plein soleil à midi, quoi. Après, c'est vrai que c'est pas recommandé d'arroser les feuillages des plantes en plein soleil. Donc c'est Alors. peut-être pour ça aussi, tu vois. Ah, c'est Non, peut-être pour ça que mes non, plantes vertes meurent toutes. Ok. non, parce que quand c'est d'autres traitements, ça pose pas de problème. C'est que pour Ouais. la silice. C'est que pour la silice. Bah voilà, tu vois, c'est. Je sais pas pourquoi ils font ça. Aucune idée. Après, enfin, quand on balance des idées au hasard, des fois on tombe juste. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Et puis après, s'ils sont persuadés que les rayons du soleil vont être augmentés en quelque sorte avec le traitement à la silice, bah forcément ils vont pas le faire en plein soleil, quoi, tu vois. Ils vont le faire Ouais. plutôt soit le soir, soit le matin. Là, a priori, c'est le matin à l'arroser. Ouais. Mais après, la gestion avec les trois planètes, tu as dit quoi? Jupiter, Mars. Mars, Jupiter et Saturne. Voilà, bon, ça c'est quand même là qu'on voit que il y a un problème évident. Les prémices en fait de l'affirmation, la silice de corne marche, bah forcément c'est bancal dès le début. Donc Ouais. si après ça marche, ce sera pas forcément pour cette raison-là, tu vois. Ouais, bah oui. Et ce sera pas pour cette raison-là si ça marche. Oui, c'est un espèce d'effet Barnum, hein, quand Mm. on fait une description un peu vague, on met un peu n'importe quoi dedans, et si Mm. ça marche, ah ben voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche. Mm. Voilà, Ouais, mais voilà, si moi je dis que c'est pas parce que ça concentre les forces de structuration, mais que ça concentre les forces du soleil qui passent au travers de la lune, voilà, ça va. L'effet sera le même à la fin. ouais. Peu importe ce que j'ai dit, ce sera jamais une hypothèse sensée. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Bon. Là, on a fait la silice. Est-ce que tu as d'autres questions techniques, Camille? Oui, alors c'est technique, pas forcément, mais moi je me suis quand même posé la question. J'ai un peu la réponse dans ma tête, mais elle mérite d'être posée. Est-ce que faire macérer des plantes dans des cornes, des viscères ou des crânes pourrait présenter un quelconque intérêt si ce n'était pas utilisé à dose infinitésimale? Alors, si on imagine que le cadavre est encore frais, qu'il y a de la viande encore dessus, on peut imaginer qu'il peut y avoir des bactéries pathogènes qui peuvent se développer dans ces préparations. Mais il me semble que elles sont forcément traitées avant de les utiliser, parce que là on revient aux préparations euh, pour détailler un peu. On parle de la P505. La P505, c'est un crâne d'animal. Voilà. Souvent, c'est un cheval ou un cochon. Ça peut être des animaux domestiques selon les réglementations. Et là-dedans, on va mettre des écorces de chêne. Voilà. Et en fait, ce crâne, il va passer un temps dans de la sciure et du compost. Et dans la sciure et le compost, quand c'est bien fait,
et normalement, dans les meilleures conditions, tout ce qui va être bactéries pathogènes va être éliminé. Donc théoriquement, quand on va mettre l'écorce de chêne dans ce crâne, il va plus y avoir de germes bactériens. Théoriquement. Théoriquement. Voilà, théoriquement. Et vu qu'on parle de ça, je vais en profiter. On parle là de crâne de cheval, ok. Mais dans les autres préparations, il y a des vessies de cerf, il y a des intestins de vache, etc. Moi, j'ai un problème dans la communication de Déméter là-dessus. C'est combien de nos amis véganes qui mangent des produits Déméter ou qui boivent du vin estampillé Déméter et vegan, parce que ça existe, Déméter et vegan, sont au courant, sont conscients que tout ce qu'ils ont mangé là, ça encourage la chasse en fait, et l'élevage. Oui. Il y avait des animaux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre par leur corps. Ouais, mais c'est ça. Les préparations biodynamiques qui sont obligatoires. Hein. Tu peux pas aller outre si tu veux avoir le cahier des charges Déméter. Et ben, ton champ, il a été cultivé et dessous, il y avait des crânes d'animaux domestiques ou d'animaux dans lesquels on macérait de l'écorce, et il y a des vessies de cerf qui sont exposées au soleil. Si tu vas sur un domaine viticole et à la bonne période, tu peux voir des vessies de cerf exposées au soleil. C'est charmant quand même. Ouais, mais et donc ces vessies de cerf, elles arrivent pas comme ça au pif. Hein. C'est un chasseur qui a donné la vessie de cerf qui est encore chaude. Ils donnent pas, ils vendent. Oui, ils vendent, voilà. Aux biodynamistes. Ça encourage une exploitation animale de toute façon, quoi. C'est ça. Et donc si t'enlèves la chasse, comme voudraient les personnes qui sont sensibles à ces questions-là, si t'enlèves la chasse, t'as plus de biodynamie. Du coup, si tu consommes biodynamie, c'est quelque part t'encourages la chasse et l'élevage. Et les abattoirs. Et forcément, les abattoirs. Vendent les cornes, les abattoirs vendent les mésentères. Il y a de quoi mettre un vegan en dissonance cognitive, là. Mais complètement. Et le label vegan, je comprends pas comment il peut être apposé sur des produits Déméter. Vraiment, parce eux partent du principe que, en fait, c'est le produit fini, c'est-à-dire que dans la conception du produit fini, il n'y a pas d'animaux qui exploitaient, etc. Mais c'est vrai que pour aller plus loin, un vegan qui va acheter une tomate Déméter, la tomate, elle est pas végane. Oui, mais c'est ça. Oui, bah oui, c'est vrai. Après, comme dit Mathieu, c'est le produit fini qui est censé être vegan, tu vois. C'est là où ils sont malins. Après, c'est comme le bio, on peut pas rendre non plus de l'eau bio, donc aucune culture bio n'est tout à fait bio. C'est la même chose. C'est que on arrive, si on pousse loin le raisonnement, en fait, on s'aperçoit que tous ces arguments, c'est des arguments purement marketing. C'est ça. Donc, on va résumer quand même. S'il y a des végétariens ou des véganes qui nous écoutent, ne consommez pas, s'il vous plaît, de produits biodynamiques, parce que sinon, vous validez l'exploitation et la mort d'animaux. Voilà, je peux pas faire meilleure prévention. Ou alors, consommez-en, mais sachez ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça. C'est pas non consommez pas, c'est consommez-en, mais en conscience quelque part. Voilà. Sachez ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est qu'on puisse en parler, que au moins qu'il affiche. Ça serait après, étant donné que les préparations elles sont aussi assez secrètes entre guillemets, je pense que ça marquerait pas bien de dire super, votre vin biodynamique a été fait à base de vessie de cerf. Génial. Voilà, c'est un petit peu tout le discours ambigu de la biodynamie aussi. Il y a même des agriculteurs en biodynamie qui ne savent pas eux-mêmes de quoi il s'agit. Je peux donner un tout petit exemple de ce que j'ai constaté sur le terrain. Un jour, un vigneron a acheté une préparation d'aquilé millefeuille. Et moi, je lui ai dit, mais c'est un peu débile d'acheter ça. Il y en a plein dans le champ en face. Si tu veux, je vais t'en ramasser. Il m'a dit, ouais, mais non, mais je crois que c'est préparé de façon un peu spéciale. Je sais pas exactement comment, mais toi, tu peux pas le faire. Mais il avait même pas l'air d'être au courant que cet aquilé millefeuille avait macéré dans une vessie de cerf.
eux-mêmes ne Ouais, savent pas. ils ignorent, j'imagine qu'il doit même y en avoir qui savent pas ce que c'est la clé millefeuille, hein. De toute façon, malheureusement, on peut pas avoir toutes les connaissances. Oui, mais bon, quand tu fais quand t'es dans une pratique agricole, la moindre des choses, c'est de se renseigner sur ce que tu mets dans ton champ. C'est ce Ouais. qu'on reproche des fois aux agriculteurs en conventionnel, de pas Mmh. savoir quel produit, à quelle dose, qu'est-ce que ça fait dans les champs. Là, on peut dire la même Oui, chose bah pour oui, certains biodynamistes, tu vois. exactement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres questions, Camille, à ce Attends, niveau-là? je regarde. Ah ouais, alors le cahier des charges d'Émetter admet que les quantités en biodynamie ne présentent aucun risque sanitaire car elles sont infinitésimales. Est-ce qu'on peut en conclure du coup que c'est aussi inefficace Alors, si j'en sais, elles présentent... ouais, Hein La j'en sais réponse est rien. dans ta question. Ouais. En fait, c'est la question, elle prête à je pense pas qu'ils aient voulu dire ça, mais euh, oui, forcément, on peut se dire que si c'est infinitésimal et si ça a aucun risque, du coup, il y a pas d'effet non plus, parce qu'on sait que à tout effet, il y a un risque ou un effet secondaire, etc. Mais Il faudrait l'analyser, en fait. Ça ah faudrait, là, il faudrait l'analyser. C'est exactement là où je voulais en venir. En fait, les préparations, on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait jamais ce qu'il y a dedans parce que c'est quelque chose qui est pas contrôlé. hmm. La bouse de corne, tu vas mettre, tu vas fourrer une corne avec de la bouse. Tu sais pas ce qu'il y a dans ta bouse à la base. Enfin, tu as une idée de ce qu'il y a, mais tu sais pas les concentrations exactes de tous les éléments qu'il y a dedans. À la fin, tu vas récupérer ça et tu vas en mettre 100 grammes. Pareil, tu sais pas si c'est homogène dans la bouse. En fait, on n'a aucune indication de ce qu'il y a dedans et de la quantité de choses qu'il y a dedans. Au Oui, contraire, comme tout process artisanal, au final, ouais. on n'a aucune maîtrise sur, Mm. sur la qualité du produit final. Si on prend la préparation, je vais dire une bêtise, peut-être 501 dans le Var, on n'aura peut-être pas exactement la même concentration que celle en Bourgogne. Et, et au C'est final, c'est exactement trop ça. aléatoire. C'est pas standardisé, donc on peut pas savoir. On peut pas Mm. savoir. Et le sol que tu vas avoir à un endroit A, ce sera pas le même que à un endroit B. Oui, Tu vois? Donc les bactéries qu'il y a dans le sol ou les champignons qu'il y a dans le sol, ben ils vont être différents. Et du coup, le produit fini, il va être différent aussi. Donc tu peux pas globaliser sur la quantité que tu vas mettre à la fin. ouais, Au contraire d'un traitement en agriculture bio ou en agriculture conventionnelle, où là, bon, certes, tu vas acheter ton produit, mais tu sais ce qu'il y a dedans et tu sais la dose qu'il faut dans ton champ par hectare. Tu vois, ouais, ouais, en général, c'est concentré, c'est étudié pour, etc. La biodynamie, tu donnes, en fait, le fondement du truc, c'est tu donnes une information à ton champ. Donc, en fait, t'as même pas besoin de savoir ce qu'il y a dans ta corde, parce que tu vas donner une information. Donc, oui. en fait, c'est un raisonnement circulaire. C'est complètement biaisé. Mm. Il faudrait des études qui soient vraiment poussées pour pouvoir prouver ce genre de choses Mm. ou infirmer. Bah, il y en a, mais voilà, il y a des trucs dedans. Il y a des bactéries, il y a des trucs, mais Hum. qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Parce que Ouais. là, tu prends dans un champ A, le champ d'à côté, ce sera pas la même chose. Ah Donc, oui. on peut pas savoir. Et puis, ça marche sur les raisins, ça va peut-être pas marcher sur les carottes. Oui, et puis comme tu dis, en fonction du lieu, on n'a pas le même sol, la même végétation, Mm. la même météo. On sait, par exemple, tu me contrediras si je me trompe, hein, mais qu'en fonction de la météo, les analyses de sol peuvent être totalement différentes. Donc, Ça peut évoluer, ouais. Ça peut voilà, évoluer. donc, c'est ce genre de choses dont il faut se méfier. Mm. Donc, il faut vraiment il va falloir que il y ait des études qui soient faites. Mais Euh, elles sont faites, bien sûr. ouais, En fait, à un moment donné, je vais dire ça comme ça, à un ouais, moment donné, on va pas, à mon sens, hein, on va pas ouais. utiliser, parce que c'est nos impôts, hein, si on fait ça en France, Eh on oui, va pas utiliser nos impôts pour tester des revendications complètement pétées de la hum. biodynamie. Enfin, sinon, on devrait tester tout et n'importe quoi. Bah, à vrai dire, ça serait à eux de nous prouver Oui, c'est ce ça. genre de choses. C'est ça. Et ils sont incapables depuis 100 ans, parce que la biodynamie, ça aura 100 ans l'année prochaine. En Hum. 100 ans, ils n'ont pas avancé un argument valide à leur croyance. Ouais. Aucun.
Et tout ce qu'ils ont avancé se fait démonter par la science derrière. Donc, tu vois, on a parlé de la Lune tout à l'heure. Maintenant, on sait que la Lune, ça n'a pas d'influence sur les cultures. Du coup, pourquoi ils utilisent toujours la Lune? Tu vois, Ouais, c'est- pourquoi leurs préparations n'ont pas évolué aussi? ouais, La Lune, c'est pas que en biodynamie, hein. C'est quand même une Oui, croyance qui oui. est assez indécrottable, hein. bien sûr. Mais et pareil, leur croyance dans les préparations biodynamiques. S'ils veulent vraiment le tester, c'est hyper facile à faire. C'est hyper facile à faire. Comme on disait tout à l'heure, à la place de mettre de la bouse de vache dans une corne de vache, bah, je mets de la bouse de chèvre dans une corne de bouc. Pourquoi ça marcherait pas? On imagine que c'est le même système. Tu vois? Et si moi je dis que il faut enterrer des vertèbres de girafes dans un champ pour que les plantes elles poussent mieux. Ah non, touche pas aux girafes. Touche pas aux girafes. Pourquoi moi j'aurais tort et eux ils auraient raison? Oui, bah Il oui, n'y a aucune justification derrière. C'est parce que la girafe elle a un long cou, du coup ça va pousser les plantes vers le haut. Ah ben, c'est très bien pour les tournesols, il paraît. Bah tu vois. Non mais je veux dire on va pas utiliser de l'argent public pour tester tout et n'importe quoi comme ça. Oui, C'est en fait, il n'y a pas de légitimité à ce qu'ils c'est ça. revendiquent. C'est ça. C'est quand on voit que Rudolf Steiner a inventé ses préparations, etc. Alors, je sais pas si c'est lui qui les a inventées, les préparations. Ouais, c'est Ok. c'est dans le cours aux agriculteurs. D'accord. Donc, Lui, quand on... il y avait, comment il s'appelle Pfeiffer. Pfeiffer, ouais, Pfeiffer, c'est ça. Ils étaient à deux, hein, quand même. Voilà, ben, quand on voit qu'ils ont La inventé ces question préparations il y a 100 ans, au final, elles n'ont pas évolué. Mm. La base, quand même, du raisonnement scientifique, c'est de faire évoluer les choses de façon à améliorer le principe actif, à améliorer le rendement, à améliorer ce genre de choses. Et au final, ça n'a pas bougé. Donc, ça signifie que pour eux, dans leur tête, c'est quelque chose qui est parfait et dont on ne doit pas remettre en question les effets ou la production. Et c'est anti-scientifique au final. C'est ça, c'est un raisonnement qui est complètement anti-scientifique. Et qui, en fait, il n'a pas besoin d'être scientifique parce que les gens y croient. Oui, c'est une croyance plus C'est qu'un une raisonnement. croyance. La croyance, si Steiner est encore suivi aujourd'hui, c'est parce qu'il avait la clairvoyance, qu'il a vu la Kasha. On est vraiment dans le domaine de la croyance, quoi. Et puis, t'as qu'à voir mais tu sais un peu les comportements de personnes proches de l'anthroposophie sur Twitter pour Oui. te rendre compte que tu peux critiquer rien qu'une préparation biodynamique sur Twitter, tu te fais harceler. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai commencé mon compte Twitter en 2021 et je me suis fait harceler dès mon premier post qui parlait des préparations biodynamiques. Parce que ça remet en question leurs croyances. Et ça, ils sont pas contents. Et c'est violent pour eux. Enfin, oui. Alors, Oui, ça les rend violents, du coup. on voit ce qui s'est passé il y a peu, là, histoire d'agression sexuelle dans une école Steiner. C'est des choses extrêmement graves. Et que ça soit la biodynamique, que ça soit l'anthroposophie, que ça soit les écoles Steiner, que ça soit... on a un problème avec ce mouvement et on peut pas le nier. Voilà. À ce sujet-là, si ça peut finir de convaincre les auditeurs, il y a un documentaire qui a été traduit par Shadow Ombre et qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Les enfants élus. Ça parle d'enfants qui ont été dans une école Steiner-Waldorf, il me semble que c'est en Suède. C'est édifiant, c'est vraiment à aller voir. Et là, on a vraiment plusieurs témoignages qui sont très percutants. Ok, bon, ben, j'essaierai de le poster. Il est aussi. super intéressant. Ouais, si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles le voir direct. Voilà. Est-ce qu'il te reste des questions, Camille, pour Cyril, au niveau de la biodynamie? Alors, c'est pas vraiment des questions. Je voudrais parler un peu de la structure du sol. Donc, selon Steiner, la silice, c'est 48% de la composition des sols. Et l'argile favorise la montée des forces cosmiques emprisonnées dans les sols. D'accord. Il en dit quoi, le scientifique? Il dit que ça veut rien dire ce que tu viens de dire, mais ça tu le savais, je pense. Ouais. Là, je viens de voir sur Google, la silice est le constituant principal de la croûte terrestre puisqu'elle représente 60% de sa masse. Voilà, fais ce que tu veux avec ça. Donc,
C'est encore une affirmation de Steiner comme ça dans le vent, quoi. Ouais. Mais après, l'argile qui favorise la montée des forces cosmiques, mais en fait, ça veut rien dire. C'est déjà, il faudrait définir ce qu'est une force cosmique et pourquoi l'argile va favoriser sa montée. Tu vois, il y a rien qui va dans cette phrase. Il y a rien qui va. Donc, Camoulox. C'est Steiner qui a dit. Ouais, voilà, c'est Steiner qui le dit, donc c'est quantique. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. On enrobe, que ce soit dans la biodynamie, pour les charlatans, les médecines alternatives, etc. On enrobe le discours dans un blabla ésotérique avec des grands mots qui veulent rien dire. Et on fait un globi-boulga et on essaye de faire en sorte que ça marche et que ça tombe dans les oreilles des gens qui ont besoin d'entendre ça. Donc c'est ça. Et pareil, ton affirmation, l'argile favorise la montée des forces cosmiques. Déjà, combien d'argile? Parce qu'il n'y a pas 100% d'argile. Donc on pourrait le tester en fait, de mettre des pots avec des concentrations différentes d'argile et voir si la plante elle pousse mieux. Mais est-ce que ça montrerait que c'est les forces cosmiques qui favorisent la montée? Quel type d'argile, etc. Voilà, c'est ça. Et quel type de force cosmique? Et comment on teste les forces cosmiques? Est-ce qu'il faudrait un détecteur de force cosmique? Je sais pas. Il n'y a pas de détecteur de force. Eh ben non. Oh, ça c'est dommage ça. J'ai demandé à Monsanto, ils veulent pas m'en passer un. Cette phrase sera ressortie de son contexte, je pense. Mais ça sera drôle. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Quand on se renseigne sur l'origine de l'agriculture biologique, tu tapes origine agriculture biologique sur Google, tu vas tomber sur Steiner. D'accord. Ok. Tu vas tomber entre autres sur Steiner, sur Rush, sur Howard, sur Fukuoka, bref, tous ces gens-là qui ont posé les bases de l'agriculture biologique dans les années 20. D'accord. Et en fait, tous les autres, à part Steiner, étaient soit agronomes, soit avaient fait des études en sciences ou s'étaient un peu renseignés. Et Steiner, non. Steiner, c'était le seul qui n'était ni paysan, ni agronome, qui avait pas d'études scientifiques. Il était juste un pseudo-philosophe, en fait. Et lui, il est toujours cité avec les autres pour l'origine de l'agriculture biologique. Et ça me pose un problème de fond, en fait. C'est comment on peut mettre... C'est plus que ça. C'est un argument pour les biodynamistes de dire que Rudolf Steiner est, lui, tout seul, à l'origine de l'agriculture biologique. Et ça pose un problème parce que même s'il a dit que l'industrialisation massive, le recours à la technologie dans les champs, etc., c'était une mauvaise chose, et ben encore une fois, il avait raison, mais pour des mauvaises raisons. Ouais. Okay, tu vois. Oui, au final, c'était un jardinier du dimanche qu'on a mis sur mais il était même pas jardinier, c'est ça le problème. Il a peut-être fait pousser un plant de tomates. Ouais, peut-être des patates, à la limite. Il s'est donné une caution scientifique avec un anthroposophe qui s'appelait Pfeiffer. Et lui, il connaissait strictement rien. Et il avait juste comme caution scientifique ce gars-là qui, en plus de ça, racontait énormément de bêtises. Donc, Et ben, Pfeiffer, pour le coup, c'est celui qui a testé le moteur éthérique. Le fameux moteur qui avance pas. Qui avance par la force spirituelle. Donc lui, il a été mandaté par Steiner pour le développer. Donc t'imagines un peu le niveau du type. Et donc lui, c'était sa caution scientifique. Est-ce que ça marche, spoiler? Non. En descente, ça marche. La cristallisation sensible aussi. Oui, c'est lui qui est à l'origine de la cristallisation sensible qu'on n'a pas abordé du tout. Ouais. Donc en gros, c'est une méthode. C'est une méthode où tu vas mettre dans une boîte de pétri. Alors c'est du cuivre avec je sais plus quoi. Non, nitrate de cuivre peut-être. Nitrate de cuivre, ouais, c'est ça. Nitrate de cuivre. Non, attends. Attends, je l'ai. Chlorure de cuivre. C'est du chlorure de cuivre. En fait, tu fais un mélange d'une solution avec du chlorure de cuivre. Je crois que c'est à 10%.
Et en fait, dans cette solution là, liquide, qui a pas de forme en fait, tu vas mettre une goutte de produit à tester. Donc en gros, tu mets une goutte de ta terre ou une goutte de ta plante ou un truc comme ça, et ça va faire une forme sur la boîte de pétri. Et donc en fonction de cette forme, tu vas avoir un point central, des vacuoles au milieu, autour, etc. Tu vas deviner, tu vas déterminer la qualité de ton sol, la qualité de ton raisin, la qualité de tout plein de trucs. Et ça a aucune valeur scientifique. Voilà. Oui, il faut juste que les formes soient harmonieuses, Voilà. jolies. Si c'est joli à voir, c'est que c'est bien. Si c'est pas beau à voir, c'est que c'est pas bien. Voilà, en gros, c'est okay. ça. Comme d'habitude, on cache sur le tapis. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions autour de la biodynamie. Si certains de nos auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires. Ouais. Comment on pourrait, au final, conclure sur la biodynamie? Est-ce que tout est à jeter? Est-ce que certaines choses fonctionnent? Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que on mériterait de faire plus d'études à ce niveau? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite conclusion à ce niveau-là? Alors, pour moi, la biodynamie, c'est pas un label qui est intéressant, vous l'avez compris, mais pour plusieurs choses. En fait, il y a des choses à garder dans la biodynamie, mais ces choses à garder, elles sont déjà utilisées dans l'agriculture bio, en partie. Elle peut, les choses à garder, en fait, tu peux mettre ça sous le terme d'agroécologie. Ok, c'est repenser l'exploitation agricole dans l'écosystème. Donc ça c'est les choses à garder qu'on peut mettre sous cette notion-là. Et ensuite il y a tout le reste. Le reste, les préparations biodynamiques, elles n'ont aucun intérêt. Donc ça, évacuer. Le travail avec la lune, ça a aucun intérêt non plus, donc c'est à évacuer. Au final, si t'évacues ça, il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Il reste de l'agroécologie, il reste de l'agriculture bio. Et si t'évacues ça, t'évacues l'anthroposophie. Donc il reste de la bio, du bio. Donc ça reste de la bio. Mais tout n'est pas à jeter, forcément. Les agriculteurs en biodynamie, c'est des gens qui ont l'impression de faire le bien. C'est des gens qui ont l'impression de cultiver leurs légumes en conscience, avec l'environnement autour, avec les bonnes pratiques paysannes, etc. Ils sont dans cette idée-là, en général, hein, je parle. Pas ceux qui sont mus par le marketing ou quoi. Ils sont dans cette idée qui vont guérir la terre ou qui font guérir les hommes. Et moi, ça me touche, tu vois. C'est quelque chose qui me touche profondément. Mais ils le font, à mon sens, pas de la bonne manière. Et ils sont quelque part trompés par l'anthroposophie qui est tapis derrière. Il y a idéologie. Valérie Rasplus, il disait que la biodynamie, c'était le cache-sexe de l'anthroposophie. D'accord. Voilà, pour te replacer le truc. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et donc quand on évacue l'anthroposophie, quand on évacue, ça reste des bonnes pratiques agricoles et ça reste des gens qui font bien pour les hommes et pour leurs champs. Donc ne perdez pas de temps dans des préparations qui sont inutiles. Faites au mieux, mais en conscience. Okay. Et après, pour le consommateur, renseignez-vous de ce qu'il y a derrière le label, quoi. C'est facile d'aller sur le cahier des charges de Déméter. Il est accessible en ligne, il est gratuit, et d'aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Et on voit que c'est n'importe quoi. Après, bon, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, forcément. Moi, j'interdis pas de consommer de la biodynamie, mais voilà, t'as tout et t'as toute cette porosité avec le New Age. Tu vas consommer biodynamie. Peut-être que tu vas être plus enclin je sais pas. C'est un package. C'est un package, voilà, c'est ça. Et si tu te renseignes sur la biodynamie et l'anthroposophie, tu vas peut-être te dire, si la biodynamie ça marche et j'ai vu que ça marchait, mon agriculteur m'a dit que ça marchait, peut-être que la médecine anthroposophique ça va marcher. Ouais. Et donc que soigner mon cancer avec de l'extrait fermenté de gui, ça va soigner mon cancer. Et là, on tombe sur des problèmes de santé publique qui sont graves. Hein.
Donc, Parce on reste que toujours sous l'angle, il faut être vigilant avec la ouais. manière dont on consomme et la manière dont on Mm. nous affirme les choses. Après, c'est un raccourci là qui est volontaire, hein, de dire bah tu vas consommer biodynamique, tu vas te soigner avec la médecine anthroposophique. Oui. Il y a une nuance entre les deux, forcément. Mais Mm. il y a une porosité de croyance qui va se répandre dans la pensée collective. Et ça, moi, j'en veux pas. Tu vois, j'en veux pas. Ouais. Et donc, si tu es dans ce système de croyance, tu vas aussi mettre ton enfant dans une école Steiner-Waldorf, avec les problèmes que ça implique. Toujours le package, C'est le package, voilà, c'est le total, c'est la bête à plusieurs têtes. Tu voilà, vas, et, voilà. c'est le package qui fait qu'on glisse petit à petit vers une idéologie de plus en plus Ouais. radicale, dangereuse. Mais sans t'en rendre compte. Ouais. Tu vois, c'est en ça que c'est insidieux en fait. C'est C'est vraiment un doigt dans l'engrenage. c'est ça. C'est insidieux et t'as beau penser que t'es un laïcard convaincu, que tu vas pas croire à plein de fadaises et tout, et ben en fait sans t'en rendre compte, ben tu vas faire des trucs comme ça et voilà, c'est attention à ce que vous faites quoi. Attention à ce que vous faites, à ce que vous consommez et où vous mettez vos enfants à l'école. Et comment vous pensez, c'est très important. Ouais. Oh, ok. Ben écoute, merci Cyril pour ce message. Merci à toi. Je pense qu'il est d'utilité publique. Je suis d'avis qu'on a quand même répondu à pas mal de questions. On s'est beaucoup nuancé, donc on a essayé d'apporter de la nuance dans le débat, de pas voir que le côté négatif, parce que ça ferait de nous des détracteurs bêtes et indisciplinés. Et nous, on est intelligents et disciplinés. Donc, on a essayé de faire en sorte d'apporter une nuance pour pouvoir voir le problème dans sa globalité. On a eu à la fois donc Cyril Gambari qui est professeur de biologie et qui en même temps étudie, enfin débunk, fait parce que je sais que tu n'aimes pas qu'on dise que tu étudies, qui vulgarise le terme, l'idée de la biodynamie. On a à la fois aussi Camille qui elle l'a pratiqué, donc qui a pu la voir en pratique, qui a pu constater tout les appendices, on va dire, de la biodynamie. Donc on a pu faire le tour de ça. Maintenant, on a fait aussi un petit état des lieux, des liens avec l'anthroposophie, et il me semble nécessaire de rappeler que si vous avez un problème, que ce soit avec la pratique de la biodynamie, que ce soit avec l'anthroposophie, il est important que vous nous contactiez ou que vous contactiez la Mivilude, parce que c'est en pointant du doigt les problèmes que nous pourrons bouger sur ces sujets. Voilà. Donc je te remercie Cyril et je te remercie aussi Camille. Merci à toi. Merci à toi, à vous. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. À bientôt.